Re-salut Pascal. Re-salut mon général. Re-salut Pascal. Voilà, apparemment là, ça marche. Pascal, donc, comme on disait dans la première partie, là, je voudrais bien aborder avec toi le sujet des violences policières qu'il y a actuellement. On est le 20 avril. Qu'il y a actuellement dans les quartiers populaires de France. Et comme son corollaire, auquel on s'attendait, malgré que moi, j'avais fait une vidéo où j'avais appelé les gens des quartiers populaires à se calmer, à ne pas tomber dans le piège de la provocation. Mais des fois, quand on se met en colère, on ne peut pas s'arrêter. Voilà, c'est difficile de se retenir. Donc, je te laisse nous parler de ça. Comment tu vois la chose, ces violences policières? Est-ce que tu penses que c'est innocent? Voilà. Alors, il faut revenir à 2009 si on veut comprendre. Donc, je ne sais plus si c'est 2007 ou 2009, la crise des banlieues. Je crois que c'est 2007, c'est ça? Il me semble que c'est même 2005. 2005, voilà, la crise des banlieues de 2005, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, Nicolas Sarkozy, qui était financé donc par Paul Desmarais, qui est un magnat de l'énergie canadien, québécois, et qui est un ami personnel des Bush, donc un Illuminati, hein, dans ces familles qui possèdent tout et qui veut réduire notre nombre. Eh bien, ils avaient décidé de mettre Nicolas Sarkozy au pouvoir en France pour pouvoir voler la plupart des entreprises publiques qu'ils n'avaient pas encore, et en particulier, ce qui les intéressait, c'était EDF. Donc, après avoir dépossédé la France d'Orange, hein, de France Télécom, et avec tout ce que ça a généré derrière, et derrière la privatisation d'Orange, il y a la banque Rothschild. Derrière la privation d'EDF, il y avait Paul Desmarais, c'est-à-dire la personne qui a financé la carrière de Nicolas Sarkozy, qui à l'époque était au plus bas en 2005. Donc, ce qui a été fait, c'est que Nicolas Sarkozy a été imposé à Jacques Chirac comme ministre de l'Intérieur. Et la première chose qu'a fait Nicolas Sarkozy, c'est de monter avec une partie du service de renseignement français ce qu'on appelle une opération false flag pour se faire mousser. Donc, comme il s'agissait de lui faire gagner les élections de 2007, eh bien, on a sorti un nouveau matériel qui venait des États-Unis, qui s'appelle le matériel psychotronique, et qui a été utilisé dans les gens des banlieues. C'est-à-dire, ils ont utilisé la téléphonie mobile comme cheval de Troie et le réseau électrique comme cheval de Troie pour donner des impulsions à l'intérieur des bâtiments et pour faire du lavage, du conditionnement social de toutes les personnes pour les pousser à l'émeute. Alors, ce qui est intéressant, excuse-moi, c'est que il y a les quartiers où ça a été fait et les quartiers où ça n'a pas été fait. Les quartiers où ça a été fait, ils ont flambé, il y a eu des attaques contre les policiers, les jeunes qui sont morts. Et les quartiers où il n'y a pas eu cette opération de police parce que ça ne les intéressait pas, parce que justement la police contrôlait mieux le trafic de drogue, hein, parce que tout ça c'est lié au trafic de drogue derrière. Hein. Derrière l'histoire de Sarkozy, il y a aussi toute l'histoire du trafic de drogue, puisque Nicolas Sarkozy, c'est aussi Charles Pasqua, c'est tout un réseau de trafiquants de drogue internationaux, ce qu'on appelait la French Connection. Voilà. Et le SAC et cette histoire, les liens des services secrets français qui se sont longtemps financés avec le trafic de drogue et qui continuent d'ailleurs, puisque l'argent du trafic de drogue circule à l'intérieur des commissariats, des polices judiciaires. Il y a plein d'affaires qui sont passées au tribunal, des directeurs de la PJ qui sont tombés à Versailles, à Lyon, à Paris, 52 kilos de cocaïne volés dans la salle des scellés du quai des Orfèvres, etc. Donc ça, c'est que la face émergée de l'iceberg. Gérard Fauré, il balarde beaucoup sur ça en ce moment. Hein. Il explique que le trafic de drogue en France, il y a les petites mains qui vont en prison. Généralement, c'est des pauvres, des Maghrébins ou des gens de l'Est ou des gens de l'ancienne Yougoslavie. Alors, c'est eux qui sont les tout petits revendeurs et qui vont en prison. Mais les gros revendeurs, les gros importateurs, c'est les policiers, c'est les services secrets et c'est l'armée. Et c'est eux qui… je vais, entre parenthèses, si tu peux me permettre, vu que tu as parlé de Gérard Fauré, si il venait un jour à nous écouter, qu'il sache qu'il est le bienvenu chez Evolution TV. S'il veut s'exprimer, moi, ça ne me dérange pas. Je peux facilement l'accueillir, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je l'ai écouté plusieurs fois. Il a dit des choses. Il a dit ses vérités. Voilà, ça n'engage pas notre chaîne ou à chaque fois qu'un de nos invités parle, ça n'engage que lui. Nous, on est juste un canal de communication, un moyen pour nos invités de s'exprimer. Voilà. Donc, s'il nous écoute, il est le bienvenu. Voilà. Je t'en prie, je te laisse continuer. Alors, toujours, hein, ce n'est pas toute l'armée, ce n'est pas toute la police, ce n'est pas tous les services de renseignement, c'est un réseau mafieux. Voilà, c'est un réseau mafieux qui est à l'intérieur des institutions, qui les gangrène et qui, lui, est le gros trafiquant de drogue pour pouvoir tout simplement arroser la corruption policière, la corruption judiciaire, il y en a moins en France, et la corruption donc à tous les étages de la République, parce que la République est entièrement pourrie de haut jusqu'en bas. Plus tu montes, plus c'est pourri. Le poisson est complètement pourri dans la tête et un peu moins pourri en bas.
C'est-à-dire les flics de base, généralement, ils ne sont pas trop pourris, mais en haut, et dans toutes les administrations, mais tout à fait en haut, c'est complètement pourri. Et d'ailleurs, c'est le secrétaire général du syndicat de police Vigipolice, Alexandre Langlois, qui nous l'a expliqué sur Thinkerview. Effectivement, j'ai vu son interview, ouais, effectivement. Donc, il a démonté en plusieurs émissions l'intégralité du système de falsification de la délinquance, le système de trafic de drogue, le système de corruption qu'il y a à l'intérieur de la police et comment, en fait, la République française, elle est complètement pilotée par des vendeurs d'esclaves et des vendeurs de drogue et qui sont parfaitement bien identifiés et on sait qui c'est. C'est-à-dire, c'est des grandes fortunes internationales et qui ont leur relais à l'intérieur de la République française qui est complètement piloté par ce réseau mafieux. Voilà. Ouais. Donc Nicolas Sarkozy, il était mis au pouvoir par ce réseau mafieux pour finir les privatisations, c'est-à-dire déposséder l'État français, le peuple français, de tout ce qui lui était sa propriété collective, c'est-à-dire EDF, GDF, France Télécom, etc. Tous les joyaux de la couronne française, ils avaient décidé de les dérober pour rien. Donc ils avaient besoin d'un président qui continue ça, et c'était là pour ça qu'ils ont voulu faire élire Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy, il a été préparé dans le cadre du service secret britannique, en relation avec le service secret américain pour faire passer tout ce que voulait donc la couronne britannique, c'est-à-dire jumeler le potentiel nucléaire français et anglais en même temps, c'est-à-dire que le président de la République française ne peut pas envoyer une bombe atomique sans l'autorisation de la reine d'Angleterre, hein, par exemple. C'était rentrer dans l'OTAN, c'était vendre toutes les grandes compagnies françaises, etc., même tous les joyaux de la couronne en fait, française, de les vendre au marché boursier, en particulier aux anglo-saxons. Donc tout ça, ça a été fait par Nicolas Sarkozy. Alors pour que Nicolas Sarkozy puisse être président et qu'il puisse rendre l'ascenseur aux gens qui le finançaient derrière et qui l'ont utilisé comme marionnette, eh bien il fallait faire de lui un homme de poids, tu vois, de faire de lui un petit Napoléon, tu vois. Et donc rien de mieux pour les Français de dire, bah, il y a les vilains bougnoules, entre guillemets, et les vilains Viet-Cong, entre guillemets, qui sont dans les banlieues. Hein, c'est des rats. Ils viennent voler le peuple, ils viennent voler le pain des Français. C'est eux qui vendent de la drogue à vos enfants. C'est les méchants, et Nicolas Sarkozy, il est l'homme fort qui va aller nettoyer au Karcher les banlieues des revendeurs de drogue et qui va faire de la France une grande puissance. Sauf que Nicolas Sarkozy, il était là pour trahir tout le programme du général de Gaulle et il a détricoté tout ce qu'a fait le général de Gaulle, la police, l'armée, le lobby militaire industriel français, la sécurité sociale, les hôpitaux, enfin tout a été fourgué, EDF, GDF, Gaz de France, donc Alstom, tout a été absolument fourgué à la finance. Il a fait 400 milliards de dettes et il a donné, je crois, 55 milliards d'avantages fiscaux à un petit groupe de 100 millionnaires qui sont ses amis. Voilà. Voilà. Ça, c'est un truc, ça s'était coupé. Ouais. Là, c'est bon, c'est revenu, je crois. Voilà. Et pour obtenir ça, Nicolas Sarkozy, faire de lui l'homme providentiel qui allait être un bon président de la République, il fallait faire croire qu'il était un homme à poigne. Donc Chirac, Chirac était lui-même cocaïnomane, hein, il avait beaucoup laissé la police, il avait laissé à la police un peu, vous occupez pas trop des drogués, des petits délinquants, foutez-leur la paix, de toute façon la drogue elle est partout. Tout le monde savait que Chirac c'était un cocaïnomane, hein, voilà, Gérard Fauré l'a confirmé, mais tout le monde le savait. D'ailleurs, quand tu as des présidents qui commencent à se toucher le nez tout le temps comme ça, voilà, et qui sont sur le pont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui touchent au showbiz, je pense que dans la série des derniers présidents, observez ceux qui sont très excités, ceux qui sont en contact avec le showbiz et ceux qui se touchent beaucoup le nez, vous allez comprendre qui en prend et qui en prend pas. Ça, et Gérard Fauré confirme ça. Hein, voilà. Donc Nicolas Sarkozy, pour devenir l'homme de la Providence, il fallait créer des émeutes dans les banlieues. Et pour faire des émeutes comme les banlieues, comme maintenant, ils ont utilisé ce qu'on appelle des ondes de LF, c'est-à-dire que par les réseaux électriques de l'électricité, ils envoient des fréquences à l'intérieur des immeubles par le réseau électrique pour rendre les gens nerveux. C'est ce qu'on appelle les ondes ELF. Et par la téléphonie mobile, ils font ce qu'on appelle du battement binaural. Alors j'ai écrit un livre sur ça, hein, un livre qui s'appelle La psychotronique, hein, sur l'encyclopédie de la psychotronique et psychotronie, la fin de l'état de droit. Voilà. Qui explique en fait, dedans, j'explique comment Nicolas Sarkozy, avec la complicité d'une partie de la police, une partie du service de renseignement français qui est complètement inféodé à la couronne britannique et qui travaille pour elle, ils ont décidé de suggestionner les jeunes des banlieues pour les énerver, pour les remonter contre la police avec des battements binauraux. Alors, c'est des voix qu'on entend dans la tête, c'est de la nervosité, c'est de la volonté d'aller à l'affrontement avec les flics, d'attaquer des trains. Tout ça, ça se fait à volonté, hein, c'est ce qu'on appelle le battement binaural. Voilà, il suffit d'envoyer 2 gammes de LF différentes et puis les gens vont être déstabilisés psychologiquement, vont être complètement désinhibés, vont se tuer pour un regard. Et là, tu penses que c'est ce qui se passe actuellement?
actuellement, c'est-à-dire actuellement, le ministère de l'Intérieur français est en train de monter la même opération dans les banlieues parce que ce qu'ils veulent maintenant, c'est faire passer, ils veulent soit un coup d'État militaire en France, soit faire passer le Front National. Ils veulent une guerre civile à partir des banlieues. Et pourquoi? Parce que si, en fait, c'est les gens comme toi et moi qui reprennent le contrôle en France, on va demander, on va appliquer la loi. Or, les antennes de téléphonie mobile de 5G, elles sont hors la loi. Le matériel psychotronique qui est utilisé dans les prisons sur la population, il est hors la loi, c'est un délit, c'est même le délit d'empoisonnement, hein. C'est un très grave délit, hein. C'est un crime, hein. C'est une cour d'assises. Et que si actuellement il n'y avait pas de guerre civile en France avec l'état d'urgence, voire un gouvernement, un coup d'État militaire, si on continue à fonctionner comme on a toujours fonctionné depuis des siècles, eh bien tous ces gens-là, ils vont finir en tôle. C'est-à-dire la ministre de la Santé, le ministre actuel de la Santé, toute cette bande de super menteurs qui travaillent pour la couronne britannique, si on applique le droit français, c'est tous des criminels, ils vont tous en tôle. Donc, comme ils veulent créer une guerre civile en France pour que l'état de droit soit terminé, eh bien, ils vont utiliser les banlieues avec ce matériel psychotronique. Voilà. De toute façon, ils n'ont pas le choix. À la Révolution française, ils ont fait la même chose à la Révolution française. Quand ils ont voulu se débarrasser du roi, parce qu'ils avaient complètement pillé l'État français. L'État français, il avait été pillé par la finance. La finance avait des dettes colossales. Le roi, il a réuni les États généraux, il a dit comment on va sortir de cette affaire. Donc on a commencé à discuter avec lui. Et les représentants du peuple, les représentants de l'Église, les représentants de la noblesse, ils ont dit il faut foutre les banquiers dehors. Foutons Necker et les banquiers dehors. Eh bien, immédiatement, ce qu'ils ont fait, ils ont augmenté le prix du pain dans tout Paris pour faire crever les gens de faim. Les banques se sont mis à couvrir des taux d'intérêt grands, ils ont fait s'effondrer la bourse des valeurs et ils ont provoqué la famine du peuple. Ils ont poussé le peuple à la révolte et ils ont orienté la colère du peuple contre le roi et exterminé le roi pour que en fait, la révolte du peuple donne le pouvoir aux banquiers. Et ça a donné la République française. Voilà. Voilà. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Actuellement, ils ont détruit les classes moyennes avec le confinement. Et actuellement, ils veulent le maximum d'émeutes dans les banlieues avec des attaques contre la police, une guerre civile, pour avoir un prétexte à faire un coup d'État militaire. Alors, s'ils n'arrivent pas à faire un coup d'État militaire, ce qui est leur projet, derrière, ce qu'ils veulent faire, c'est faire passer le Front National. Donc, il y a eu toute une préparation des esprits qui a été faite, des âmes qui a été faite négativement par la théorie de la conspiration qui accusait les Juifs et les musulmans par Alain Soral. Alain Soral, donc Salim Laibi nous explique que égalité et réconciliation, c'est une idée qui a été faite par Attali, Bauer et un groupe de personnes à l'intérieur du Grand Orient de France. Donc c'est un pur produit du Grand Orient de France au service de la couronne britannique. Hein. C'est donc les francs-maçons anglais. C'est des francs-maçons qui ne sont pas au service de la France, mais de la franc-maçonnerie anglaise et de la couronne britannique. Et ces gens-là, en fait, ils ont créé égalité et réconciliation, qu'ils ont financé avec donc un avocat du Front National qui s'appelle Péninck. Et ce Péninck, il est le mandataire en France d'un magnat israélien qui l'a financé. Pascal, si je me permets de te couper, ouais. Apparemment, selon ce que j'ai vu, il y a Alain Soral quand même qui a réussi à avoir de l'influence sur les Maghrébins des quartiers populaires. Donc, si j'ai bien compris, toi tu dis que Alain Soral, ce n'est pas l'ami des gens des quartiers populaires, des Maghrébins, etc. C'est au contraire leur ennemi. Et j'en profite, je te laisserai continuer. Donc, si Alain Soral ou un de ses amis, un de ses copains nous entend et souhaite se défendre ou dire sa vérité, ils sont le bienvenu chez Évolution Média. On est bien d'accord. Donc, je te laisse développer parce que c'est très intéressant. C'est-à-dire que toi, tu dis quelque part, Alain Soral, si j'ai bien compris, prend les Maghrébins en général de France pour des imbéciles. Voilà, tout simplement. Oui, oui. Alors, bon, quand on connaît le passé d'Alain Soral, on comprend très bien. Alain Soral, c'était quelqu'un qui vient d'une famille de juifs suisses, de fourreurs, donc qui a apostasié le judaïsme. Ça, je ne savais pas qu'il était juif. Ça, je ne savais pas, parce qu'il est anti-juif. Comme Marx. Marx était un juif anti-juif, Hitler, c'était un juif anti-juif. Il n'y a rien. Il y a pire ennemi, il n'y a pas pire ennemi des juifs que les juifs qui ont abandonné le judaïsme, qui ont trahi le judaïsme. Il n'y a pas pire anti-islam que les gens qui se sont désislamisés. Les désislamisés, ils veulent détruire l'islam. Les déjudaïsés, ils veulent détruire l'islam. Quand tu dis que, par exemple, Alain Soral est juif, oui. Tu as des preuves Alors, d'abord, il y a donc Salim Laibi dans son livre Le mythomane, la phase obscure d'Alain Soral, il en parle. Il y a un article qui a été fait en Syrie par le réseau Voltaire et Alter Info, donc où c'est documenté. On sait que la famille d'Alain Soral, du côté de sa mère, les deux Soral,
Donc, c'est une famille de fourreurs de Genève, qui est très connue d'ailleurs, qui étaient des gens plutôt bien d'ailleurs. Sauf que Soral, lui, il n'a jamais pratiqué le judaïsme, il l'a abandonné, même sa mère ne le pratiquait pas. Le père d'Alain Soral, c'était un escroc, un conseiller juridique qui a passé 15 ans en prison pour escroquerie. Voilà. Donc ça, c'est Salim Lalbi qui nous le raconte dans son livre et c'est documenté. Après, on Justement, sait que… Salim Laibi, si tu nous écoutes, je t'ai envoyé un mail où je t'ai demandé une interview. Je sais que tu es très demandé, je sais que tu es très occupé, mais mon offre est toujours valable. Ça fait à peu près une semaine, je t'ai envoyé un mail si tu ne l'as pas trouvé. Donc, n'hésite pas. Si tu veux une interview, ça sera avec grand plaisir. Hein, voilà. Allez, je te laisse continuer, pardon. Ouais. Donc, je vous invite à lire le livre de Salim Laibi parce qu'il est très bien documenté. Il nous explique qu'Alain Soral, il a essayé plusieurs fois de rentrer dans la franc-maçonnerie. Alors, moi, j'ai pris mes renseignements de mon côté. Oui, il a essayé de rentrer dans la franc-maçonnerie en Suisse et il n'a pas été accepté dans la franc-maçonnerie parce qu'on trouvait que c'était quelqu'un qui se droguait, qui avait des problèmes psychiatriques et qui était homosexuel. Donc, à l'époque, on ne pouvait pas rentrer dans la franc-maçonnerie si on était homosexuel. Ça a changé, hein. Mais à l'époque, on ne pouvait pas. Donc, parce qu'il était homosexuel, parce qu'il avait des problèmes psychiatriques et qu'il avait pris, visiblement, il avait eu un passage toxicomane et aussi une période où il a voulu se suicider, il n'a pas été accepté dans la franc-maçonnerie, d'où sa haine des francs-maçons. Après, Alain Soral, il faut comprendre que sa mère, elle a acquis la nationalité française, mais son père, il est suisse. Donc, Alain Soral, il n'est pas français. Il a un passeport français et il a aussi un passeport suisse. Mais Alain Soral, il ne peut pas être un patriote français parce qu'il n'a aucune attache familiale avec la France. Il est même quelqu'un qui n'a pas commencé sa vie en France, c'est un immigré, hein, comme Éric Zemmour, par exemple, comme Finkielkraut, comme Bernard. Comment tu expliques alors sa proximité avec les Le Pen, les soi-disant patriotes? Le Pen, le Front National, c'est un parti qui a été financé par la CIA via la secte Moon. Et c'est un parti qui n'a jamais été antisioniste. C'est un parti qui a toujours été d'abord pour l'annexion. Le Pen, en 1961, à la tribune de l'Assemblée nationale, il invite les jeunes Algériens à venir vivre massivement en France et se marier avec des Françaises parce que les Français ont le sperme faible. Voilà, c'est grosso modo ce que dit Le Pen. J'ai mis sa vidéo en ligne, d'ailleurs elle est toujours à l'INA, donc on tape discours de Le Pen à l'Assemblée nationale en 1961. Le Pen dit « J'invite la jeunesse algérienne parce que les valeurs fondamentales, morales de l'islam sont aussi les valeurs du catholicisme, d'immigrer massivement en France et d'épouser des femmes françaises pour refaire monter la natalité française parce qu'il n'y aura plus d'Arabes, il n'y aura plus de Français, il n'y aura plus qu'un seul peuple uni. » Voilà ce que raconte Le Pen à la tribune de l'Assemblée nationale en 1958. Il a fait rebelote en 1961. Voilà Le Pen, la girouette. Alors, Le Pen, après la guerre d'Algérie, donc il a torturé, hein, et il a été amnistié, mais normalement, il devrait être en prison pour crimes contre l'humanité. Il a perdu son œil parce qu'il avait une cataracte et pas parce qu'il a été blessé par le FLN, parce que personne n'a jamais vu Le Pen se battre où que ce soit, et en particulier en Corée. Tout ça, c'est le roman de la famille Le Pen. La vérité, c'est que Le Pen, il a été chargé par le service de renseignement français de fusionner les groupes d'extrême droite, hein, comme Ordre Nouveau, etc. Et puis, il a reçu un financement des services de renseignement français plus de la CIA par la secte Moon, et il était patronné par des grands manias israéliens. Donc, le Front National n'a jamais été antisioniste, n'a jamais été pro-palestinien. D'ailleurs, hein, Le Pen, c'est un ignorant du sionisme, il ne s'est jamais prononcé contre l'État d'Israël, mais il a toujours été antisémite. Et pour les camps de concentration et pour Adolf Hitler. C'est-à-dire, Le Pen, il aime bien les Juifs, mais en Israël. Il n'aime pas quand il y a des Juifs en France. Il aime bien les Arabes, mais quand ils sont en Algérie. Mais avant, il aimait bien les Arabes quand ils venaient en France pour baiser avec des filles françaises parce que les Français ont la quéquette faible. Grosso modo, c'est le résumé de son discours de 1958 et 1961 parce qu'il était en récidive, Le Pen. Donc la famille Le Pen, c'est une escroquerie. La famille Le Pen, c'est les vacances d'été. Ça, c'est dans la presse, hein. C'est les vacances d'été de la famille Le Pen avec les enfants Le Pen, avec Matzneff, le pédophile, qui écrit des livres où il raconte comment il abuse sexuellement de petits garçons de 5 ans, 7 ans, 11 ans. Et Alain Soral est venu à sa défense en disant que la pédophilie de Matzneff, ce n'était pas de la pédocriminalité, c'était de la pédophilie. Il aimait les enfants, par-dessus tout, jeunes garçons et jeunes filles, et que d'ailleurs, il ne devait pas leur faire grand mal parce qu'il avait un tout petit pénis, et Soral a dit qu'il ne touchait même pas les bords. Voilà. Donc voilà votre héros, si vous êtes en banlieue et que vous m'écoutez, que vous êtes maghrébin, eh ben Alain Soral, c'est un imposteur qui est d'origine juive mais qui a apostasié sa religion, c'est les pires. Hein. Moi, j'aime beaucoup les juifs. Les juifs croyants, c'est des personnes merveilleuses. J'ai tout à fait confiance en eux. C'est des gens honnêtes, des gens intègres, des gens travailleurs. Au Maroc, il y a justement quelques-uns et j'ai été agréablement surpris par leurs valeurs, leur comportement, même dans le business. C'est des gens mais carrés. Hein.
Bien sûr, les Marocains, les Marocains, les Tunisiens, le ministre actuel du tourisme tunisien, ben, c'est un juif. Les gens savent que ben, les juifs qui sont autour du roi du Maroc, et il y en a, ils font beaucoup pour l'économie, ils sont tout à fait patriotes, ils se sentent marocains de religion juive. Voilà. Et ici au Brésil et aux États-Unis, c'est pareil. Les juifs, généralement au Brésil et aux États-Unis, ils sont antisionistes. C'est-à-dire, moi, je suis souvent dans le milieu universitaire, les associations anti-israéliennes, anti-sionistes, c'est des associations qui sont menées par des juifs et par des musulmans ensemble, des juifs de gauche et des musulmans ensemble, qui dénoncent l'extrême droite israélienne et comment les juifs sont pris en otage par la couronne britannique. Parce que derrière tout ça, derrière, il n'y a aucun... Justement, là, on va aborder ce sujet parce que je ne te cache pas que c'est là, quand j'ai découvert ce que tu disais sur le conflit israélo-palestinien, où tu avais ta propre vision des choses qui était totalement différente, c'est là que tu m'as intéressé. C'est là que j'ai commencé vraiment à te suivre très sérieusement. Donc, si j'ai bien compris, toi, tu disais, c'était mon idée. Je ne te cache pas que j'ai même à un certain moment écrit, il me semble que j'ai écrit un article où je disais ça à peu près, où j'essayais d'exprimer ça. C'est que toi, tu dis que les Israéliens, les Juifs, on va dire, hein, et les Palestiniens, on va dire les musulmans, sont les dindons de la farce de l'international nazi, quelque part, ou si tu préfères, voilà. Moi, c'est ce que franchement, je ne te cache pas qu'à un certain moment, c'est ce que j'ai pensé quand j'ai vu la chose. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est des sémites, ils ne sont pas censés se battre. Au contraire, ils sont censés s'entendre parce qu'ils sont très proches. Ils sont très proches. Comment ça se fait que c'est la guerre? Toi, tu es d'Afrique du Nord, tu connais l'Afrique du Nord. Est-ce que les Juifs de Tunisie, ils sont contre la Tunisie? Est-ce que les Juifs du Maroc, ils sont contre le Maroc? Est-ce que les Juifs du Brésil, ils sont contre le Brésil? Est-ce que les Juifs des États-Unis, ils sont contre les États-Unis? Non. Je connais même des Juifs algériens ultra patriotes. Moi, j'ai eu un ancien chef d'une grosse zone de Kabylie, hein, de l'ALN, Armée de Libération Nationale, le FLN. Il m'a dit, tu sais, il m'a dit, il m'a dit, je te garantis que sans l'aide de Juifs algériens, on n'aurait peut-être pas gagné la guerre. Il m'a dit parce qu'ils nous ont fourni de l'argent, pour certains des armes. Voilà ce qu'il m'a dit. Ça, il me l'a dit comme ça. Hein, je l'ai vu face à face. Hein. Je ne vais pas dire le nom, etc., parce qu'il n'est pas encore mort. Mais il m'a dit ça il y a des années déjà. Il y a des années. Donc, moi, je sais que les Juifs algériens ont participé grandement à la révolution algérienne. Ça, il faut que les gens le sachent, ceux qui nous écoutent. Hein. On en parlera si tu veux après. Si tu veux, je t'ai proposé qu'on parle de Louis XX. On pourra en parler si tu veux. En fait, ça sera en troisième partie, troisième et dernière partie. Voilà. Alors, les monarchistes français, nous, on n'a jamais été. Moi, je suis monarchiste. On a toujours été main dans la main avec les Juifs et main dans la main avec les musulmans au cours de l'histoire. La France a toujours été le refuge des Juifs. Les Juifs n'ont jamais été persécutés en France avant le moment où les nationalistes, l'extrême droite soralienne, donc s'en est pris aux Juifs pendant la guerre de 40. Avant, on a toujours été main dans la main avec les Juifs, ils ont beaucoup aidé à construire la France, et les musulmans aussi. Donc, en Algérie, c'est pareil, les royalistes français, il y en a qui ont aidé le FLN, parce que la droite traditionnelle française, elle était contre la colonisation de l'Algérie. On ne voulait pas d'agression du monde islamique. Parce que qui est-ce qui a agressé le monde islamique? C'est l'Angleterre, c'est Londres qui a agressé l'Empire ottoman. Il a fait s'effondrer l'Empire ottoman de l'intérieur. C'est Londres donc qui a détruit l'Empire ottoman, qui a détruit le califat en finançant le nationalisme. Tous les nationalistes qu'il y avait dans le monde musulman, ils les ont financés. Tu dis aussi que la couronne britannique a le contrôle sur l'international nazi, qui est sa principale arme dans le monde actuellement. Alors, en fait, ils ont trois armes. Donc cette couronne britannique, les gens qui sont là, ce n'est pas des Bretons, ce n'est pas des Anglais, c'est des Anglo-Saxons et des Khazars. Donc, c'est-à-dire, c'est des tribus qui viennent d'Asie centrale, tous, hein, les Anglo-Saxons et les Khazars, ce n'est pas des Européens. C'est des gens qui sont de l'autre côté du Caucase, c'est ceux qu'on appelle dans le Coran Yadjouj et Madjouj. Donc, ces gens-là. Pourquoi c'est eux? Ah oui, c'est eux. Gog et Magog. Oui, c'est Gog et Magog. Ouais. Donc, eux, ils sont venus comme ça, les chaînes se sont brisées, ils se sont répandus par-dessus le Caucase, ils sont venus en Europe, ils se sont d'abord installés au Portugal, après, ils se sont installés en Espagne, ils ont fait des problèmes aux Juifs. Ils ont fait des problèmes aux musulmans. Après, ils sont allés en Italie, ils ont fait des problèmes au Vatican, ils ont pourri le Vatican de l'intérieur. Après, ils sont allés en Hollande, ils ont fait des problèmes à la France. Après, ils se sont installés en Angleterre. Et en Angleterre, ils ont utilisé leur truc courant qui est
Ribla, donc l'usure, la drogue et le trafic d'êtres humains, y compris la prostitution. Et toute la fortune de ces financiers de la City of London, elle s'est construite sur l'esclavagisme, la traite d'êtres humains et la prostitution, le trafic de drogue, en particulier le trafic d'opium et de cocaïne, et puis la fraude bancaire et le boursicotage, les arnaques à la bourse. La famille Rothschild, elle a 500 000 milliards d'avoirs, mais toute la fortune des Rothschild, elle est construite sur des arnaques à la bourse, toute leur carrière. D'accord. Donc, je voudrais bien qu'on revienne sur le conflit israélo-palestinien. Donc, voilà, voilà, explique-nous la couronne britannique. La genèse. Voilà, donc la couronne britannique, quand ils se sont installés là, donc ils ont dégagé la vraie couronne britannique et ils ont mis en place les Windsor. C'est-à-dire la reine d'Angleterre actuelle, elle n'est pas anglaise. Enfin, elle est anglaise, mais elle est anglo-saxonne, mais elle est allemande d'origine. Ils n'ont rien à voir avec les Grands-Bretons, ils n'ont rien à voir avec la Grande-Bretagne, ils sont même très peu anglo-saxons. C'est surtout des Allemands. Et ces gens-là, ils ont rêvé, ils ont d'abord créé un grand empire colonial, le leur. Ils ont détruit la France, donc ils ont pris le contrôle avec la République française, et ils ont fait faire un grand empire colonial à la France. Alors l'Angleterre, elle avait deux empires coloniaux, un empire direct qui était l'empire colonial anglais, et puis l'empire colonial français, qu'elle gérait, parce que la République française, elle était, les ficelles de tous les hommes politiques français, ils sont tirés depuis la Cité de Londres, en particulier par la banque Rothschild. Voilà. Macron, c'est un employé de la banque Rothschild. Pompidou, c'est un employé de la banque Rothschild. De Gaulle s'est mis d'accord avec Rothschild pour prendre le pouvoir en France contre le Parti communiste, etc. Donc, ces gens-là, ils veulent faire un gouvernement mondial et ils ont utilisé trois techniques. La première technique, c'est le nationalisme. Donc, ça a commencé en Allemagne en 1871. Ils ont fait monter le nationalisme allemand jusqu'à ce qu'ils amènent Hitler. Et Hitler, il a fait perdre l'Allemagne, il a créé un bain de sang en Europe et il a fait perdre l'Allemagne. Et l'Allemagne, elle est complètement sous le contrôle maintenant de l'Angleterre, des États-Unis. Voilà, enfin, surtout de l'Angleterre, c'est l'Angleterre qui contrôle tout. Donc, l'Allemagne, elle est dans les choux. Et ensuite, ils ont tenté, les Russes, ils ne voulaient pas obéir à la couronne britannique. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont financé la révolution bolchevique. Donc, après avoir financé le nationalisme allemand et même le nazisme, donc il y a un livre qui s'appelle sur ça, qui s'appelle Wall Street and the Rise of Hitler, qui montre comment, de Sutton, qui montre comment, avec tous les mécanismes. Moi, j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle La psychologie dans la synagogue de Satan et l'Église de Dieu, où j'explique comment la finance de Londres, elle a construit le nazisme et comment elle a construit le bolchevisme. Donc, ils ont financé Adolf Hitler et ils ont financé Lénine, les deux, parce qu'ils voulaient détruire l'Allemagne, ils voulaient détruire la Russie pour ne pas avoir de concurrence en Europe. Et après, pour détruire la France, ils ont fabriqué le sionisme. Donc, le sionisme, il a été construit en particulier pour détruire la France. Et à partir, parce qu'il y avait trois grandes puissances à exterminer en Europe qui pouvaient s'opposer aux Anglais, c'était les Russes, les Anglais et les Latins. Donc pour détruire les Allemands, ils ont mis le nazisme et le nationalisme. Pour détruire les Russes, ils ont mis l'internationalisme et le Parti communiste, les bolcheviks. Et pour détruire la France et le monde latin, ils ont mis en place le sionisme et l'État d'Israël. Donc l'État d'Israël, il n'a pas été fait par des Juifs, c'est un projet de la couronne britannique. Donc le mot de sionisme, il apparaît au XVIe siècle. Les premiers penseurs du sionisme, c'est des chrétiens. Ces chrétiens-là, ils veulent se débarrasser de toutes les juifs d'Europe, de les envoyer en Israël, et une fois en Israël, les convertir à une religion œcuménique qui aurait comme base le christianisme, et les musulmans aussi. Donc, et pour mener à bien leur projet, ils ont utilisé des juifs qui étaient déjudaïsés. Par exemple, Herzl, qui est le fondateur du sionisme juif, du sionisme israélien, lui, il avait déjà quitté le judaïsme. Il ne le pratiquait plus comme religion, il n'était plus dans la nation juive, il était athée, il n'avait même pas circoncis son fils. Donc, les financiers chrétiens de Londres, de la couronne britannique, ils ont cherché des juifs qui ne voulaient plus respecter la tradition du judaïsme pour fabriquer l'État d'Israël. Et ils ont fabriqué l'État d'Israël parce qu'ils ont un plan en trois volets. Le premier volet, c'était d'exterminer le maximum des chrétiens, le maximum de juifs, avec l'Allemagne nazie, exterminer le maximum de chrétiens avec l'Union soviétique, et maintenant exterminer le maximum de musulmans avec un problème autour d'Israël. Donc ils vont sacrifier Israël, c'est prévu, ils ont prévu de créer Israël et de détruire Israël, comme ils ont créé l'Allemagne nazie, détruit l'Allemagne nazie, ils ont créé l'URSS et détruire l'UNSS, ils ont créé l'État d'Israël et le pseudo-État palestinien, dans l'objectif de zigouiller tous les juifs qui iraient en Israël et de créer une grande guerre autour d'Israël pour leur bénéfice à eux, le bénéfice de leur idée, ce qu'ils appellent la mission des anglo-saxons. Donc les Palestiniens et les Juifs qui souvent ont abandonné la religion, et qui vont en Israël, ils sont les dindons de la farce,
les dindons d'un projet qui s'appelle le sionisme chrétien, le sionisme anglican. Et toutes ces bases théoriques, elles ont été posées au XVIe siècle et au XVIIe siècle en Angleterre. Tu vas sur Wikipédia, tu écris sionisme. Donc, si j'ai bien compris, pour toi, il y a une volonté de détruire, d'éliminer complètement les juifs et pourquoi pas avec le temps aussi les musulmans, les sémites. Et les chrétiens. Et les chrétiens, donc éliminer la pensée, j'ai envie de dire, abrahamique, hein, peut-être, ou le sémitisme, ce qu'on pourrait appeler sémitisme. Abrahamique. Mais ce qu'ils veulent détruire, c'est le prophétisme abrahamique. Ils font serment que Abraham n'a jamais existé, n'existera jamais, ne laissera pas de postérité. C'est la mission des anglo-saxons, c'est d'exterminer la descendance d'Abraham. Et je vais t'expliquer. Je me dis, tout est fait, c'est vrai qu'on nous montre des images, on fait tout pour faire passer le juif israélien, hein, qu'on soit bien d'accord, pour un méchant, un peuple méchant qui fait du mal. On les pousse même à de la violence. D'autre côté, on pousse aussi les Palestiniens à être victimes de violence aussi, à commettre des violences pour pousser les juifs israéliens à être violents aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une envie, enfin un objectif de la faire passer pour des méchants, pour des gros dégueulasses, pour plus tard justifier leur extermination. Exactement. Donc ils veulent exterminer tous les descendants d'Abraham, en commençant par les Juifs, ensuite les chrétiens et ensuite les musulmans. Alors je vais t'expliquer après pourquoi ils vont le faire et je vais t'expliquer la preuve qu'on a. La preuve qu'on a, c'est que quand la Palestine elle est venue sous mandat britannique, les Anglais, ils ont laissé les Anglais, hein, ils ont laissé les nazis s'installer en Palestine, c'est ce qu'on appelait le sionisme chrétien. Donc il y avait des colonies de nazis qui étaient en Palestine. Et ces colonies de nazis, il y avait environ 4000 personnes. Attention, il y a juste. Attends, pardon, je reçois un appel. Voilà, je continue. Là, c'est bon, je crois que c'est revenu là. Hein. Voilà. Donc les sionistes allemands et les sionistes anglais qui s'étaient installés en Palestine, eh bien, ils étaient financés par les nazis et ils attaquaient les juifs. Il y a 2000 juifs qui ont été tués par des groupes d'Allemands et d'Anglais qui étaient présents en Palestine et qui montaient des attentats terroristes contre les Palestiniens et contre les Arabes et contre les musulmans. Au nom du sionisme chrétien, parce qu'il y avait des colonies d'Allemands et des colonies d'Anglais sionistes chrétiens. Et eux, ils ont mené cette guerre contre les Juifs qui étaient là depuis. Il y avait des Juifs qui étaient là depuis 2000 ans, hein, qui n'étaient jamais partis, qui étaient toujours là. Et ils montaient des attaques contre les Juifs et ils ont essayé d'enrôler des musulmans contre les Juifs. Alors que généralement, en Palestine, les Juifs et les musulmans, ils faisaient le pèlerinage de Moïse ensemble. Tu vois, par exemple, le pèlerinage sur la tombe de Moïse, les chrétiens, les Juifs et les musulmans, ils le faisaient ensemble toujours depuis 2000 ans. Enfin, depuis il y a même aussi des histoires. Moi, je considère, toi, je pense que tu n'es pas d'accord, mais je considère que les Berbères, en général, sont un peuple sémite. Hein. Après, voilà, tout se discute. Mais pour moi, c'est un peuple sémite, établi en Afrique du Nord. À un certain moment où Rome exterminait ou était très, très dur, tuait beaucoup de Juifs en Israël, etc., en Palestine, eh ben, il y a beaucoup de Juifs donc, qui ont décidé de fuir, d'émigrer. Ben, il y a beaucoup de Juifs qui sont venus en Afrique du Nord et ils ont été accueillis les bras ouverts. Bon, en ce temps-là, il n'y avait pas de religion chrétienne ou musulmane, hein, donc il n'y avait que le judaïsme. Et ils ont été acceptés, hein, ils ont été même protégés. Ils ont même réussi à propager le judaïsme chez certains, ce qui explique l'apparition de ce qu'on appelle les séfarades, hein, le peuple séfarade, etc. Donc, c'est vrai que de tout temps, les musulmans, ce qu'on peut appeler actuellement les musulmans, etc., ont toujours été les protecteurs du peuple ou des peuples juifs. Hein. Donc c'est pour ça que c'est vrai que maintenant les choses se sont inversées. On fait passer les juifs pour des agresseurs, les musulmans aussi pour des gens méchants puisque c'est des terroristes. Tu vois, on fait tout pour les faire passer pour des terroristes. Ouais, c'est vrai. Sur ce point, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, juste pour faire une petite parenthèse sur l'Afrique du Nord, parce que je suis algérien aussi à 50%. Ouais. Hein. Voilà. Ouais, voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la chute, les Romains, ils ne déportaient pas. Ils ne déportaient pas les gens. Ils achetaient des esclaves, ils vendaient des esclaves, mais ils ne déportaient pas les gens. C'est-à-dire que quand ils allaient conquérir un pays, ils dégommaient, ils affaiblissaient la monarchie,
il la mettait sous contrôle, mais il laissait les gens avec leur religion, etc. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec les Juifs. Sauf qu'il y avait tellement de nationalisme en Judée que, en fait, il y a eu des batailles avec les Romains, avec la forteresse de Massada où ils se sont tous suicidés, il y a eu des milliers de morts. Et après, les nationalistes, ils sont rentrés dans le temple et c'est eux qui ont foutu le feu au temple. Et l'empereur de Rome, parce que c'est les Juifs qui ont foutu le feu au temple, c'est pas les Romains, voilà. Et parce que c'était une guerre civile. Et donc les Romains, ils en ont tellement eu marre qu'ils ont pris les Lévis et ils les ont déportés à Rome, 70 000 personnes. Mais tous les autres Juifs, ils sont restés en Palestine. Et ils ont continué à vivre normalement. Certains sont devenus chrétiens et après, la majeure partie d'entre eux, ils sont devenus musulmans. Voilà. Alors, quand le judaïsme il a quitté la Judée, il y avait les Juifs, ils faisaient beaucoup du commerce, notamment en Égypte, et puis ils avaient déjà répandu partout le judaïsme. Et il y a une reine berbère qui, au IIIe siècle, a décidé de se convertir tous les berbères au judaïsme. Et tous les berbères sont devenus juifs. Il y a une partie des berbères qui sont restés juifs. Après, il y a eu l'invasion des Visigoths. Donc les Visigoths, c'est des peuplades qui sont venus de l'Allemagne, les Goths et les Visigoths. Ils ont envahi toute l'Europe, ils ont installé leur capitale à Toulouse, mais ils contrôlaient toute l'Espagne et l'Afrique du Nord. Après, quand les musulmans ils sont arrivés, les musulmans les ont battus, et ces Visigoths, ils se sont tous convertis à l'islam, sauf quelques-uns, les Berbères notamment, il y avait les Berbères et les Visigoths, ils se sont mêlés, mais les Berbères des montagnes, il y en a beaucoup qui sont restés juifs, tu vois, ou dans les villes. Mais la plupart, en fait, c'est les Visigoths qui ont tout envahi. Tous les Algériens, c'est des descendants des Visigoths. Après, il y a les conquérants arabes qui sont arrivés, mais il n'y a pas 4000 Arabes qui sont arrivés en Algérie. Eh oui, donc, même voilà. Il y a eu des tests génétiques il n'y a pas très longtemps qui a démontré que 95% des populations d'Afrique du Nord sont berbères, sont génétiquement berbères. Donc faut arrêter. Donc, ils sont, génétiquement, les berbères, ils sont proches des Allemands. C'est pour ça que tu vois des gens avec les yeux bleus. Des fois, tu vois même des blonds ou des roux en Kabylie ou chez les berbères. Voilà. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que comme donc les Visigoths, eux, ils s'étaient convertis au christianisme. Quand l'islam est arrivé et qu'ils ont perdu les batailles contre les musulmans, ils ont trouvé que l'islam, c'était moins compliqué, c'était une religion plus simple, parce qu'il y avait un code civil, il y avait un code pénal, il y avait des règles claires, il y avait une chevalerie qui était bien équipée avec des chevaux, des selles et des pur-sang arabes. Donc eux, ils ont pris toutes les habitudes des musulmans, techniques et religieuses, et ils se sont convertis à l'islam. Donc, il ne faut pas imaginer qu'en fait, c'est une espèce de migration de millions d'Arabes qui seraient venus en Algérie. C'est faux. C'est quelques guerriers, moins de 4000, qui sont arrivés en Algérie. En Algérie, ils ont gagné contre les Visigoths et puis ils ont épousé des femmes, etc. Et ils ont fait souche. Donc, les Algériens, nous, on a du sang arabe d'Arabie, mais à 90%, on est des descendants d'Allemands, hein, en fait, des gens d'Europe centrale. On est des descendants de Grecs et des descendants de Romains et des Nubiens aussi qui étaient là avant. Donc tous ceux qui ont la peau un peu foncée, ils sont des descendants des Nubiens qui étaient les Noirs qui vivaient au Maghreb avant les invasions occidentales et l'invasion arabe. Voilà. Donc nous, on est un mélange de tout ça. Donc ce qui est très bien, c'est que le judaïsme, donc le fait qu'il y ait beaucoup d'Algériens qui se soient convertis au judaïsme, ça a préparé pour le christianisme, et le christianisme des Visigoths, il a préparé pour l'islam. Quand l'islam il est arrivé, il a effacé tout ça parce que c'était plus simple d'être musulman. C'est beaucoup plus simple d'être musulman. On fait la Sahada, c'est simple, on n'a pas besoin de faire ceci ou cela, etc. C'est très simple. Il y a des règles claires, et on te dit, voilà, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, c'était des gens qui venaient d'Allemagne, d'Europe centrale, ils avaient un peu des mœurs de barbares, tu vois. Quand ils ont vu les Arabes qui arrivaient avec des astrolabes, avec des selles de chevaux, avec des étriers, ils ne connaissaient pas tout ça. C'est comme si toi, tu vois débarquer l'armée américaine avec des drones, tu vois. C'est comme les Irakiens, quand ils ont vu arriver les Américains qui débarquaient avec toute leur technologie, ils ont halluciné, tu vois. Ben, c'était pareil pour les Algériens. Quand on a vu arriver les Visigoths qui étaient là en Afrique du Nord, et qui étaient chrétiens, quand ils ont arrivé ces musulmans qui étaient si forts techniquement, des bons guerriers, qui avaient une religion, des codes civils, une civilisation, de la technique, qui arrivaient à expliquer tout, faire de la médecine, ben, ils se sont convertis à l'islam avec un plaisir, mais tu ne peux pas imaginer. Donc voilà, et là, alors après, il y a eu une relecture qui a été faite plus tard de l'histoire, hein, qui est fausse, la relecture actuelle, donc tous les Juifs auraient quitté la Palestine parce que les Romains les auraient déportés, qu'il y aurait eu la diaspora, et puis que les Israéliens, en fait, c'est des gens avec le sionisme qui ont l'autorisation ou pas de Dieu pour revenir. Ça c'est un mythe qui a été inventé par les Anglais, ça n'a jamais existé, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est un mythe politique. Voilà. Donc les Israéliens, en particulier les Israéliens qui ne pratiquent pas la religion, alors les Israéliens qui pratiquent la religion, les croyants, les ultra-orthodoxes, il n'y a pas de problème avec eux, généralement on s'entend bien avec eux. Moi je discute de la Torah, et d'ailleurs souvent ils connaissent le Coran, ils connaissent bien l'islam. C'est ça le pire, tu vas voir un juif orthodoxe au fin fond d'Israël, il a lu le Coran.
Tu prends un sioniste qui fait des attentats pour l'armée israélienne ou pour le Mossad, le mec, il n'a même pas lu le Talmud, il n'a même pas lu la Torah, et souvent, il parle l'hébreu, il parle plutôt l'anglais ou l'allemand. Voilà. Voilà. Donc, c'est une imposture totale, et cette imposture, elle a été fabriquée en Angleterre au XVIe et au XVIIe siècle. C'est ce qu'on appelle le sionisme chrétien. Ils ont pris le contrôle du judaïsme, et de l'autre côté, ils ont pris le contrôle des chrétiens francs-maçons. Donc, les francs-maçons du continent américain, ils étaient démocrates, ils étaient républicains, ils se sont séparés de l'Angleterre, ils ne voulaient plus en entendre parler. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec la création de la réserve fédérale, les banquiers de la City of London, ils sont arrivés à reprendre le contrôle des États-Unis par la finance. Et après, ils ont pris le contrôle de la franc-maçonnerie. Ils sont rentrés à l'intérieur de la franc-maçonnerie avec Albert Pike. Ils ont complètement changé la franc-maçonnerie américaine et ils l'ont mis au service de la couronne britannique. Alors qu'avant, elle était au service des... Pascal, là, on arrive bientôt à la fin parce que ça fait un peu long. Donc, là, on va couper pour cette fois. On va se rejoindre tout à l'heure pour la troisième et dernière partie. Et là, on va aborder un autre sujet. Tu vas nous parler de ton projet, enfin, de ton idée, toi et d'autres, hein, de synarchie, d'accord, qui m'a l'air très intéressant. Tu vas nous dire pourquoi tu soutiens Louis XX, hein, et tu affirmes même qu'il est le grand monarque. Donc, ça serait bien que tu nous expliques ce concept de grand monarque, qu'est-ce que c'est, parce que je ne connais pas personnellement, et je voudrais bien comprendre. Et voilà, donc je te dis merci pour cette deuxième partie, et à tout à l'heure pour la troisième partie.